Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, J-1 avant l'annonce du document stratégique par la ministre des Outre-mer. La ministre des Outre-mer Annick Girardin est clairement en mission à Mayotte. 3 jours pour convaincre et détailler les mesures de son plan stratégique pour l'avenir du territoire. Le 18 avril dernier, le Premier ministre Édouard Philippe avait déjà annoncé la création d'un pôle emploi Mayotte, d'une ARS ou encore d'un rectorat de plein exercice. Désormais, la population attend d'y voir plus clair et de mettre des chiffres sur les projets. D'autant que la colère gronde toujours, avec notamment cette rumeur quant à la création d'une communauté de l'archipel qui impliquerait une co-gouvernance à Mayotte entre la France et les Comores. À cela s'ajoute la crise diplomatique entre la France et le pays voisin qui ne trouve pas d'issue. Depuis le 21 mars dernier, plus aucune reconduite à la frontière n'est possible, alors même que chaque jour, de nouveaux Kwassa débarquent sur les plages de l'île, avec à leur bord des dizaines de candidats à l'immigration venus d'Afrique de l'Est, des Comores ou encore de Madagascar. 3 jours pour convaincre donc et éviter le retour de la grève générale. Car si plus de 100 secousses sismiques ont été enregistrées à Mayotte ces 3 derniers jours, un nouveau séisme social plane plus que jamais au-dessus du 101e département de France. Hier, la ministre des Outre-mer a rencontré les élus avant d'enchaîner sur plusieurs réunions de travail avec les services de l'État. Ce matin, sa visite se poursuivait du côté de Chirongui autour des thématiques de l'habitat, de la santé et des infrastructures. Mais dès son arrivée à la mairie de la commune, Annick Girardin a pu prendre conscience que les membres des différents collectifs sont toujours aussi remontés. Nous, on est venus là pour dire à la ministre, déjà, elle n'est pas la bienvenue, parce que si elle est vraiment la bienvenue, elle doit apporter des choses aux Mahorais. Premier lieu, tant que l'immigration clandestine ne trouve pas de solution, et l'insécurité ne trouve pas de solution, les Mahorais ne vont pas baisser les bras. Déjà, il y a le coupeur de route qui est déjà revenu sur le terrain. Et là, il y a des agressions depuis qu'on nous a dit « Oh non, 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 Mayotte va être sécurisée ». Ils sont où les gendarmes? Ils sont où les effectifs? Ils sont tous partis chez eux. Parce qu'il y avait les élections qui étaient là, ils voulaient passer les élections, mais la plupart de la majorité sont partis. Et là, on est venu là pour dire au ministre, on veut du concret. On veut pas une ministre à boîte à lettres, mais on veut une ministre qui amène des choses concrètes pour la population mahoraise. La sécurité et l'immigration restent au cœur des préoccupations des grévistes. Il faut dire qu'entre hier soir et ce matin, pas moins de 3 Kwassa ont débarqué dans le sud de l'île. Même aujourd'hui, là, il y a un Kwassa qui vient de descendre à Kanikeli. Là, actuellement. Pour l'instant, vous savez aussi pertinemment que puisqu'on ne peut pas reconduire aux frontières et que le CRA est une structure qui a ses limites en termes d'hébergement, que tout ça est compliqué. Je comprends votre colère, je comprends que c'est compliqué. Mais nous faisons face du mieux possible à la situation. Et oui, il y a à travailler en mer encore davantage et à travailler en complément à terre. Vous avez raison, c'est ce que nous mettons en place. Et il y a un sous-préfet LIC qui vient d'arriver avec moi qui coordonnera l'ensemble des forces sur ce territoire pour lutter contre l'immigration illégale. Ça prend toujours un peu trop de temps, je sais, pour ceux qui le vivent, je le sais. Mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Ils viennent d'y aller, je sais que c'est compliqué. Mais on est à vos côtés, et je suis à vos côtés. La ministre a assuré que la diplomatie française travaillait sans relâche pour résoudre ce conflit au plus vite. Parmi les pistes de résolution, Annick Girardin a notamment évoqué un durcissement des relations avec le possible gel des subventions européennes et nationales perçues chaque année par le pays voisin. Même si la ministre n'est pas venue à Mayotte pour parler uniquement de relations internationales et souhaite un développement global de l'île. Moi, je suis venue ici dans une deuxième phase de travail. La première, c'était effectivement une phase d'urgence. Il fallait apporter des réponses d'urgence sur les questions de sécurité, de lutte contre l'immigration. Et vous avez raison, c'est la question première. Mais ce n'est pas parce que c'est la question première ou la question la plus visible qu'il ne faut pas travailler sur le reste. Parce que l'avenir de Mayotte, c'est l'avenir de ces jeunes. Et l'avenir de ces jeunes, c'est pouvoir travailler sur leur territoire, c'est donc d'être formés, c'est pouvoir se loger sur leur territoire, c'est pouvoir penser qu'il y a un avenir possible. Ou alors on restera toujours dans la haine et la colère, et ça mène nulle part. La haine et la colère ont atteint leur paroxysme ces dernières semaines. Demain, la ministre dévoilera son document stratégique pour Mayotte. Avant cela, elle rencontrera des entrepreneurs, des syndicats ou encore des membres de collectifs afin de tenter de convaincre que l'État est bel et bien de retour. Vice-président du Sénat et membre de La République En Marche, le sénateur Tani était sur notre plateau ce matin. L'occasion de revenir sur la réunion qui a eu lieu hier entre les élus et la ministre.
Une réunion où la presse n'était pas conviée et pour cause. Annick Girardin a fait le choix de rendre public son plan demain lors d'une conférence de presse. Cependant, le sénateur assure qu'il y a d'ores et déjà de quoi se réjouir, même s'il conviendra à chacun d'assurer ensuite la réussite des mesures qui seront annoncées par l'État. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. J'espère que les Mahorais ne seront pas déçus et je pense qu'il y aura matière à ne pas être déçus. Maintenant, si on veut se placer dans les éternels pessimistes, il y a toujours matière à être déçu. Comme disait hier la députée Ramlati, elle préfère, et moi aussi je préfère voir le verre à moitié plein, voire à 3/4 plein, plutôt que le quart vide ou le 1/5 vide. Il faut se demander d'où nous venons, pourquoi nous en sommes là. Vous avez tout à l'heure, parce que j'étais dans les embouteillages, mais je vous écoutais avec attention comme d'habitude, vous avez rappelé l'ARS, vous avez rappelé ces annonces qui ont déjà été faites. Eh bien, il faut rappeler au passage que nous avons hérité de tout ça au moment de la départementalisation. Donc, c'est la mesure entre d'où nous venons jusqu'à aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous allons obtenir d'ici la fin du quinquennat qui vaudra outil valable de comparaison. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 14 mai. Et en attendant les mesures du plan en matière de lutte contre l'immigration, les actions se multiplient. Vendredi matin, une opération de destruction de 4 bangas a eu lieu à Kaweni, sur les parcelles de la famille Batrolo. Selon la préfecture, comme l'opération précédente qui s'est déroulée à Tsunzouan, cette démolition fait suite à une réquisition de la force publique par huissier pour l'application d'une décision de justice accordée par le préfet de Mayotte. La préfecture ajoute que l'État poursuivra ses opérations d'expulsion dans le cadre de toute occupation illégale de terrain pour les dossiers aboutis juridiquement. Après des années de bataille judiciaire, la famille Batrolo a donc obtenu gain de cause, même si des centaines de personnes vivent encore dans la zone. Quoi qu'il en soit, l'État a décidé de montrer que les occupants illégaux, comme les marchands de sommeil, ne pourront plus agir aussi librement. De son côté, le député Mansour Kamardine ne relâche pas la pression sur le gouvernement. Dans une tribune, il assure que la relation entre la France et les Comores doit se baser sur la résolution du conflit territorial. Il cite ainsi, je cite, « l'élaboration d'une feuille de route franco-française de résolution du conflit territorial par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est un préalable à l'ouverture de discussions avec la partie comorienne. Les élus de Mayotte sont disposés à prendre toute leur part à son élaboration et à sa mise en œuvre, y compris en allant plaider devant l'ONU, l'UA, la CADC, la COI et des pays comme l'Afrique du Sud, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, principe fondamental au cœur de la Charte des Nations Unies. Il ajoute que depuis trop longtemps, notre diplomatie s'est montrée faible en répondant positivement aux lubies comoriennes. Selon lui, désormais, la fermeté et la persévérance doivent guider notre diplomatie, y compris en suspendant l'ensemble des appuis politiques français aux autorités du pays voisin. Depuis jeudi dernier, la terre tremble. Selon Frédéric Tronel, le directeur du bureau de recherche géologique et minière de Mayotte, il s'agit d'un phénomène d'essaim de séisme, à savoir une succession de tremblements de terre qui surviennent en un endroit donné au cours de plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années. L'épicentre se trouve à une 50aine de kilomètres à l'est de l'île. Plus de 100 micro-séismes, ressentis ou non, ont été enregistrés depuis jeudi. Les secousses les plus violentes atteignent 4,5 sur l'échelle de Richter. Selon le BRGM, les séismes sont fréquents dans la zone, mais rarement ressentis car très faibles. Le plus intense a été enregistré en 1993, avec une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter. A noter que Mayotte n'est pas dans une zone de confrontation entre plaques tectoniques majeures. Il n'existe donc pas ou peu de risque de tsunami ou de tremblement de terre de très haute magnitude. Le BRGM précise que le phénomène se poursuit et que d'autres secousses pourront être ressenties dans les prochains jours. Ancien conseiller général Jacques Martial Henry commente régulièrement l'actualité locale. Le candidat aux dernières élections législatives a réagi aux annonces futures de la ministre. Pour lui comme pour le sénateur Tani, l'État ne peut être seul pour permettre à l'île d'emprunter les rails du développement. Les acteurs locaux auront un rôle primordial à jouer, notamment les élus départementaux et municipaux.
Sans ce travail commun, Mayotte ne pourra jamais avancer dans le bon sens. Écoutons Jacques-Martial Henry au micro de Patrick Mian. À aucun moment, on ne parle de développement endogène, on ne parle pas de la production agricole, on ne parle pas de la pêche, on ne parle pas de la transformation de produits, soit agricoles, soit de produits halieutiques. On ne parle pas, et je crois que les Mahorais sont acteurs de leur développement. L'État doit faire son travail, mais nous tendons vers une assistanat généralisée. Et ça, je trouve ça un peu condamnable. On croit que nous devons dormir et c'est l'État qui fait tout. La lutte contre l'habitat indigne, contre les taudis, c'est le pouvoir des maires, c'est le pouvoir du président du Conseil général. Les exécutions que le préfet est en train de initier ne concernent que des saisines par des particuliers. Mais à aucun moment il n'y a eu une action publique organisée de la part de ceux qui sont titulaires des fonctions exécutives locales, c'est-à-dire les maires et le président du Conseil général. On termine cette édition avec le mois sacré de Ramadan. Il ne reste désormais plus que quelques jours, voire quelques heures, avant que la communauté musulmane n'entame le mois saint. À Mayotte, 95% de la population s'apprête à vivre au rythme de la lune et du soleil. Tous les yeux sont donc rivés vers le ciel, car ce n'est en effet qu'une fois que la lune aura été vue que le jeûne pourra débuter. El Mahmoud Mohamed Nassur était ce matin sur notre plateau pour évoquer en quoi cela consiste et comment s'y préparer. Les précisions avec Amina Ariti et Daniel Nderaga-Koura. Pour aborder le mois sacré de Ramadan, mois de privation pour les fidèles, il est important de se préparer. Une préparation que le prophète Muhammad appréhendait consciencieusement et avec exemplarité. Nombreux sont donc ceux à suivre ses pas, comme nous l'explique El Mahmoud Mohamed Nassur. Physiquement, déjà le mois de Chamban, c'est-à-dire le mois qui va se finir là, celui qui précède le mois de Ramadan, c'est un mois de préparation où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait habitude de beaucoup jeûner pendant ce mois-là. C'est une sorte de préparation. Mais les derniers jours, la dernière dizaine de jours, n'est-ce pas, donc finalement de ce mois de Chamban, il s'arrêtait. Ça, c'est un premier exercice. Mais il y a un exercice mental. Un exercice mental qui, non des moindres, consiste à prendre la mesure des prescriptions à suivre. Les fidèles sont ainsi invités à avoir les meilleurs comportements qui soient pour ne pas être en contradiction avec ce qui est prescrit durant ce mois. Peut-être de rechercher à avoir à ses côtés, à disposition, les produits halal. C'est-à-dire finalement des produits, de la nourriture dignement, honnêtement gagnés. Parce que ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Si vous allez, vous, petit jeune homme, vous dites, vous allez dans le champ de quelqu'un qui vous volez, et bien là, vous vous mettez déjà en dérive et en contradiction avec qu'on appelle déjà avec le ramadan que vous allez faire. Si vous allez, qu'on appelle déjà, vous, le distributeur donc, dans les rues donc, de bananes et de manioc, c'est le grand ramadan, vous allez élever le coût à un niveau exorbitant. Vous trouvez déjà dans un contexte, n'est-ce pas, donc de non-disposition. Et pour ceux qui ne sont pas en mesure de jeûner durant le mois de Ramadan, notamment pour des raisons de santé, une compensation leur est possible, comme nourrir un pauvre. Pour El Mahmoud Mohamed Nassur, cette tolérance est bien la preuve que l'islam est à milieu des agissements de certains individus se disant musulmans. Il pointe ainsi du doigt l'attentat qui a frappé la France ce week-end et lequel a été revendiqué par Daesh. C'est triste que des personnes qui veulent s'identifier musulmans alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ça donne à de telles pratiques et tout juste à la veille du Ramadan. Mois du pardon, mois de paix, qu'on l'inaugure ainsi, ça montre très bien que ces personnes-là, ce ne sont pas tous des musulmans, mais ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui n'ont rien d'autre dans la tête que de faire du mal à l'autrui pour des problèmes de nihilisme. À ce titre, El Mahmoud Mohamed Nassur appelle de ses vœux l'ensemble des musulmans à s'élever et à se mobiliser pour défendre l'islam. Un islam qui, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, est une religion de paix.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.